Alors moi, je suis originaire de la Beauce. D'ailleurs, les Clich ont colonisé, avec d'autres évidemment, la Beauce. Dès le début de la Beauce, ils étaient rendus là. Mais ils étaient ici au Québec, au Canada, depuis les années 1620, 40 environ. On n'a pas les dates exactes. Et alors, je suis né de cette famille-là en 1916. Bon, j'ai fait mes études primaires à la Beauce, secondaires au Séminaire de Québec. Au Séminaire de Québec parce que mon père était allé au Séminaire de Québec, avait fait des débuts d'études au séminaire. Début d'études qu'il avait dû cesser parce qu'il y avait des problèmes de finances dans la famille. Sa mère était décédée, une grosse famille. Mais dans mon cas, on était 6 enfants. J'étais le deuxième. Alors, j'ai fait mes études au Séminaire de Québec pour obtenir le BA. Et après, un peu dans la tradition familiale, j'ai décidé de faire des études en droit à l'Université Laval pour terminer le barreau en 1941. Alors, il s'agissait à ce moment-là de choisir un endroit pour aller pratiquer. Je pouvais pas, j'étais pas accepté pour aller rejoindre l'armée. Alors là, j'ai hésité pendant quelque temps à trouver l'endroit. J'ai commencé un peu dans la Beauce, mais comme il y avait énormément d'avocats à ce moment-là, des avocats éminents, les Morins, les Lacourcière, les Bouffard, toute une série, là, des Clich aussi. Alors j'ai décidé d'être pionnier ailleurs dans la province. Et j'ai choisi d'aller m'installer à Val-d'Or. Alors, en 1942, je suis allé à Val-d'Or et je me suis installé là comme jeune avocat, à 23, 24 ans. Et j'ai aimé l'atmosphère là-bas. Tout le monde était jeune. C'était le début de Val-d'Or. C'était le début un peu de cette région-là de l'Abitibi. Val-d'Or, Amos. Amos avait commencé avant et Val-d'Or a commencé par alimenté par Amos. Bon. Alors là, j'ai commencé à pratiquer le droit. J'ai pratiqué le droit et je m'occupais de politique. D'ailleurs, c'était de famille. Mon père a été député de Beauce pendant une période au cours des années 1935, lors de la formation du Parti libéral national, l'Action libérale nationale plutôt. Alors, il avait été candidat appuyé par Lacroix, député Lacroix, Édouard Lacroix. Et mon père avait été élu, il a siégé pendant une certaine période. Et comme il n'avait pas voulu quitter l'Action libérale nationale pour rejoindre l'Union nationale fondée par Duplessis, alors il a été battu à l'élection suivante. Et moi, j'avais pas gardé un souvenir extraordinaire de la politique parce qu'à ce moment-là, c'était la misère des années 35, des années de crise. La maison était envahie par des gens qui avaient besoin d'aide, des beaucerons en difficulté. Mais quand je suis arrivé en Abitibi, là, j'étais neutre. J'étais libéral, évidemment, mais je n'avais pas l'intention d'être actif. Mais par la suite, j'ai été victime de politiques, des politiques de l'Union nationale qui voulaient tout contrôler dans le domaine municipal, même le domaine paroissial, et dans nos activités légales. Mon frère, un jeune frère, m'avait rejoint comme avocat à mon bureau, et on allait bien. On représentait la ville, on représentait des compagnies importantes, mais la politique s'infiltrait. Et ceux qui étaient là à ce moment-là, voyaient à ce que les leurs soient protégés. Puis nous, comme on ne faisait pas partie, on n'était pas partisans de leurs idées ou de leur secte politique,
on n'avait pas le droit, comme avocat, de représenter, ou du moins, on nous empêchait de représenter des clients importants. Et on était pourchassés dans nos affaires privées aussi. Alors, j'ai dit, ben, écoute, on va régler l'affaire. Je vais aller, au lieu de me plaindre, je vais y aller au feu, puis je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va améliorer la situation. Je m'intéressais aux activités économiques et même sociales et politiques de Val-d'Or et de la région. On m'a confié des responsabilités comme échevin de la ville, président de la Chambre de commerce, et puis, par la suite, président de l'Organisation libérale du comté d'Abitibi-Est. Et là, j'ai commencé à m'intéresser activement, mais pas dans le but de me présenter. En 1956, à l'élection provinciale, le chef était, notre chef était Georges-Émile Lapalme, et il avait voulu il m'avait sollicité que je me présente. Bien, à ce moment-là, je n'étais certainement pas assez mûr pour... j'avais commencé d'abord j'étais marié, j'avais trois enfants. Et monétairement, je n'étais certainement pas capable d'être député, faire le trajet ou les trajets de l'Abitibi à Québec et retour. Alors, j'avais refusé. Et puis, mais... En l'approche de l'année 60, là, je m'intéressais de plus en plus. Et mes adversaires, les adversaires, à ce moment-là, il y avait même des confrères qui voyaient à essayer de réduire nos activités légales en faisant des démarches. Alors là, j'ai décidé d'être plus actif en politique. Et M. Lesage est venu dans la région avec Alcide Courcy, que je connaissais déjà. Et puis, ils m'ont demandé de m'intéresser, de devenir candidat. Alors, j'ai dit, ouais, peut-être. Et tout à coup, ben, ils m'ont dit, ben là, il faut décider. Là, on a une élection qui s'en vient avant longtemps. Là. Je m'étais intéressé aux différentes activités provinciales dans l'intervalle. J'étais venu au congrès de Lapalme, quand Lapalme avait été choisi. J'étais venu aussi quand le Sage l'a remplacé. D'ailleurs, à Ottawa, mais je m'intéressais toujours à Ottawa. J'allais aux différentes conventions là, générales. Mais en tout cas, alors, M. Lesage me dit il faudrait que tu sois, vous, me disait-vous, que vous soyez candidat. Je dit, écoutez, moi, là, j'ai 5 enfants à ce moment-là. J'ai dit, je ne peux pas me permettre de gagner 8 000 par année. C'était le salaire de député, l'indemnité parlementaire. Je ne peux pas vivre avec ça, moi, puis je ne veux pas commencer à faire ce que je reproche à mes adversaires. Alors, il m'a dit, je m'occuperai de votre cas. Très bien, je vais y aller. Mais Duplessis était vivant à ce moment-là. Duplessis meurt, et puis Paul Sauvé arrive au pouvoir, puis c'est tout un autre aspect. Sauvé est accueilli à bras ouverts, c'est du changement, bon. Alors là, M. Lesage revient dans la région, puis il me dit, bon, bien, j'espère que vous n'avez pas changé d'idée. J'ai dit, écoutez, je vous ai donné ma parole, je ne la retire pas, j'y vais. Je dis, je subirai le même sort que vous. Il a compris ce que je voulais dire. Et puis, il m'a dit, très bien, est-ce que je peux l'annoncer? Ah, là, annoncez-le. Mais là, moi, je n'étais pas convaincu d'être élu parce qu'avec Paul Sauvé, mon adversaire possible, là, qui était Miquelon, il va être élu certain. Mais tout à coup, Paul Sauvé meurt, comme tous ces aléas-là en politique. Là.
Sauvé meurt, puis Barrette devient choisi comme premier ministre. Alors là, ça changeait l'affaire du tout au tout. Alors j'ai repris espoir, puis là j'ai fait une campagne de village en village. J'ai fait une campagne très détaillée d'un bout à l'autre. Le comté était grand, et grand encore, partant de Cadillac, Val-d'Or, Malartic, Amos, Barreau, Santerre, Chibougamau, Chapet, et les routes à ce moment-là n'étaient pas ouvertes, il fallait voyager par avion. Alors c'était tout un travail que de faire ça. Mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide qu'aussi m'aidait, puis alors, j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai été élu. Alors j'arrive à Québec ici, M. Lesage dit, je vous ai choisi comme futur président. Je dis, M. Lesage, je n'ai jamais siégé comme député. Je m'en viens ici comme président. Ah, vous allez l'apprendre, on va être là. Hein. Alors, j'ai dit, je vais mettre certaines conditions. Moi, je veux être impartial dans cette affaire-là. J'en ai assez entendu parler, là, à date, là. Je veux être absolument impartial. Ça peut faire mal à certaines occasions, mais moi, ça va être ma ligne de conduite. C'est actif. Non, c'est ce qu'on veut. Très bien. Alors, j'ai été élu président de la Chambre. À ce moment-là, Barrette, qui avait été élu, n'était pas présent. Il ne s'était pas présenté. C'était Hudon qui le remplaçait dans le temps. Hudon, je crois que c'est... Oui, Hudon. Et alors, les débats ont commencé. Mais les débats étaient acrimonieux. De part et d'autre, les forces étaient à peu près égales. Et il y avait des débats durs de part et d'autre. Il fallait être là pour trancher. On avait décidé de la limite, de la durée d'un discours qu'un député pouvait faire. Et un jour, je me souviens que M. Lapalme était en pleine envolée, puis il était rendu à l'heure, à la période de la fin. Il devait terminer dans l'espace de quelques minutes. Alors, je l'ai prévenu que dans quelques minutes, il devra terminer, parce que j'arrêtais des membres de l'opposition. Alors lui, M. Lapalme est là, puis M. Lapalme, à ce moment-là, c'était le meilleur orateur, le meilleur parlementaire qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Alors je lui ai dit, à ce moment-là, je lui ai dit, à la finition de l'heure, que son temps était terminé. Alors là, il n'a pas aimé ça, là, mais je l'ai arrêté d'en parler. Avec le résultat qu'il ne m'a pas parlé pendant 2-3 mois. Mais quand même, après ça, j'ai eu la paix. Des députés m'écoutaient, ça allait bien. Même s'il y avait... La période des questions était toujours assez difficile dans ce temps-là, comme elle l'est sans doute aujourd'hui. Il fallait comprendre que les députés avaient des problèmes dans leur comté dont ils voulaient parler. Alors, je veux vous dire aussi qu'en 1956, M. Lapalme était chef de notre parti à ce moment-là. Pour assurer ses chances de succès, il avait cru, et lui et d'autres de l'organisation centrale, qu'il fallait s'adjoindre Réal Cahouette comme candidat possible dans le comté d'Abitibi-Est, de façon à rallier tous les adeptes du Crédit social du temps. Et ils étaient nombreux, parce que Réal Cahouette se faisait élire comme il voulait dans les régions, à Val-d'Or, Cadillac et les principales villes. Alors, il se faisait élire comme il voulait, mais quand il avait été élu, et il avait été battu quand Saint-Laurent est arrivé comme premier ministre à Ottawa. Il avait été battu de justesse. Et il était encore intéressé en politique, puis il avait encore tous ses adeptes. Et Lapalme, de toute une façon, décide de s'adjoindre Réal Cahouette comme candidat. Avec Gilberte Mercier pour s'occuper de la campagne électorale. Pour nous, les libéraux du comté, c'était une décision qu'on ne pouvait pas digérer rapidement. On demeurait libéral, mais on demeurait neutre dans tout ça, moins actif. Réal Cahouette faisait sa campagne.
Et une campagne, il faisait une campagne féroce. Réellement, il travaillait énormément à ses assemblées. Il y avait beaucoup de partisans, beaucoup de gens qui allaient le voir. C'était un spectacle. C'était toujours un spectacle avec Réal Cahouette. Il était plaisant il parlait abondamment et il était connu, il connaissait tout le monde, il se rappelait des noms de tout le monde. Évidemment, il disait absolument rien dans ses discours, ça ne tenait à rien, sauf ses théories du crédit social. Alors, on lui avait dit à Réal qu'on connaissait, on disait, ben écoute, le crédit social, tu vois, laisse faire ça durant la campagne, on ne veut pas de ça, on ne veut pas attendre parler de ça. Tu te présentes comme candidat libéral, tu ne te présentes pas comme candidat créditiste. Alors, il avait accepté ça, et puis, une bonne volonté. Il s'amusait un peu durant la campagne. Et les organisateurs libéraux de longue date, ben, on était neutre un peu. En tout cas, on ne forçait pas tellement la note. Mais il aurait gagné si l'Union nationale, à ce moment-là, le vote avait été libre. Mais l'Union nationale était organisée de façon à acheter le vote ou empêcher le vote. En tout cas, c'était une organisation du début là, de la campagne jusqu'à la fin. La journée de la votation, les pôles étaient organisés, contrôlés par eux, les gens de l'Union nationale, avec le résultat que Cahouette avait été défait. Mais par la suite, nous, en 1960, ben là, on a dit on était aguerris et on connaissait leur tactique. On a monté une organisation qui nous a permis de défaire, de gagner. Mais pour ça, il a fallu un combat de tous les instants, du commencement à la fin, contrôler tous les noms sur la liste, non pas contrôler, mais vérifier l'enregistrement des voteurs. Alors, ça a été un travail de groupe, d'équipe, autrement, je n'aurais pas été élu. En tout cas, finalement, j'avais été élu. Et je suis arrivé à Québec, là, ici, comme député, et puis comme président de l'Assemblée nationale. Et j'ai été président pendant 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. Le programme du Parti libéral, là, en 1960, préconisait l'enregistrement des débats parlementaires. Le Parti libéral se plaignait que dans le passé, les assertions que faisaient les députés, Maurice Duplessis en particulier, étaient niées par la suite ou presque anéanties. Alors, on voulait l'enregistrement des débats. Et quand je suis arrivé, il n'y avait absolument rien. C'était le procès-verbal où il était fait mention des intervenants et vaguement de leur point de vue, sauf l'émotion dont on parlait, on énonçait un peu le principe. Et alors, on a dit, on cherchait une formule. La formule intéressante à ce moment-là, qui nous semblait la plus intéressante, alors que j'étais là, c'était la sténotypie. Et on l'a utilisée pendant un certain temps à titre d'expérience, mais c'était pas concluant, c'était pas satisfaisant entièrement. Et on avait une certaine difficulté à obtenir les copies, la transcription. Et ce qui a été proposé et accepté pour remplacer cette première méthode-là, ce fut l'enregistrement des débats. Oui, à l'Assemblée nationale, comme président, j'avais la charge des relations avec les journalistes. Et on voyait aller rencontrer, aller recevoir chaque semaine. Et à ce moment-là, il y avait M. Dutil père, que j'appellerais Dutil père,
qui était, curieusement, qui était confrère de mon père au séminaire de Québec. Écoutez, là, on va loin en arrière, là, mais tout de même, en tout cas, il était là à ce moment-là quand je suis arrivé comme président, que j'ai agi comme président. Et ensuite, pas tellement longtemps après, il a été remplacé par nul autre que Pierre Laporte. Pierre Laporte est devenu président de la Galerie des journalistes. Et en tout cas, on avait des réunions très agréables, on conservait de très bonnes relations. Du temps que j'étais là, par la suite aussi, j'imagine. Et à la fin de l'année 61, là, M. Lesage a décidé de me confier un ministère. Il m'a confié le ministère des Affaires municipales à cause de l'expérience que j'avais au point de vue municipal, comme avocat de ville, comme d'abord membre de conseil municipal, avocat de la ville d'une ville importante pendant plusieurs années. Une fois devenu ministre des Affaires municipales, une des premières lois qui intéressait la province, non, Montréal d'abord, sûrement, et puis la province en entier, c'était une loi que voulait faire adopter l'administration Drapeau-Saunier à l'effet de refaire le mode d'administration de la Ville de Montréal, le mode d'élection des conseillers, et moderniser l'ensemble, et en même temps se faire autoriser à financer des travaux de grande envergure pour faciliter l'accès à Montréal, la circulation dans Montréal, les grandes voies, d'autoroutes, entre autres, des caries. Et alors ça a été un débat qui a duré pendant un mois à l'Assemblée législative, qui était devenue une salle de conseil. On ne siégeait pas, que je ne siégeais pas comme président. Je siégeais comme ministre des Affaires municipales à une table avec le premier ministre à mes côtés. Et en face de nous, c'était Drapeau et Saunier. Et une multitude de gens qui venaient s'opposer, qui voulaient faire adopter des amendements, qui voulaient, ni plus ni moins, empêcher Drapeau de moderniser la Ville de Montréal. On était favorable à Drapeau, mais Drapeau il fallait le modérer sur différents points. Et de toute façon, on s'est bien entendu, on a rédigé un texte définitif, il a été adopté par l'Assemblée, et ça a bien été, mais ça nous a occupé pendant quelques mois, du début de mon administration comme ministre jusqu'à, disons, pendant 3-4 mois. Et pendant la même période, est survenu des difficultés dans les villes environnant Montréal, entre autres Ville-Jacques-Cartier, où la pègre avait réussi à infiltrer l'administration municipale de la place. Et il y avait des situations semblables dans d'autres villes adjoignant Montréal. Montréal, c'était contrôlé. C'était bien contrôlé. L'administration Drapeau était saine. Drapeau-Saunier, je dis, parce que l'importance de Saunier dans toute l'affaire était capitale. Et il fallait à la suite de représentations que les gens nous faisaient, d'articles dans les journaux, on dit, moi, j'ai dit, comme ministre des Affaires municipales, bien, j'interviens d'une façon à mettre fin à ces abus-là. La façon, alors j'en parle à M. Lesage, j'entre en communication avec son préposé à la préparation des lois, M. Philippe Pigeon, qui était une autorité nationale, internationale en droit. Alors là, ensemble, on a préparé un texte qui voyait à congédier les administrateurs qui avaient des fiches criminelles. Alors là, on a préparé un texte qui couvrait, entre autres, le maire de Ville-Jacques-Cartier du temps, du nom, je ne veux pas le nommer, mais en tout cas, il s'appelait Rémillard. Monsieur Rémillard, alors, qui était réellement de la pègre, et il s'était reconnu à Montréal, tout le monde savait ça. Bon.
Et ils se servaient dans les fonds municipaux, j'imagine. On a décidé, avec notre législation, de mettre fin à ça. Alors, j'ai présenté ce projet de loi-là, et on avait la fiche, le dossier de Rémillard, et avec ce dossier-là, on avait préparé le texte de loi. On était sûr qu'on englobait mon Rémillard, qu'on le faisait disparaître de la vie municipale et tous ces acolytes qui avaient des dossiers criminels. Alors, j'ai présenté la loi à l'Assemblée. L'opposition était favorable à ça, ou du moins ne pouvait pas s'opposer de façon féroce. Mais de toute façon, ils ont voté pour. Mais avant de voter pour, ils voulaient savoir, ils m'accusaient de pourchasser quelqu'un en particulier. Alors, je dis quelqu'un en particulier, c'est quelqu'un en particulier qui a un dossier de même. Si vous en connaissez, il va certainement être affecté par la loi. Il va perdre son poste. En plus de régler le problème de Montréal par la loi dont je viens de parler, il y avait des villes, des petites villes qui ceinturent Montréal, où la PEG s'était infiltrée dans l'administration même et possiblement dans les corps policiers, avec le résultat que les deniers des citoyens étaient administrés directement ou indirectement par la PEG. Alors, il fallait mettre fin à ça. J'en ai parlé comme ministre des Affaires municipales, je voulais mettre fin à ça. Et j'en ai parlé avec M. Lesage, le premier ministre, et avec lui, on a étudié avec M. Philippe Pigeon, juriste et officier en loi, d'un texte, de la préparation d'un texte qui couvrirait les criminels qui ambitionnaient de devenir maire ou échevin de ces localités-là. La ville de Jacques-Cartier était infiltrée de façon spéciale, et avec la loi que je présentais et qui empêchait des personnages ayant un dossier criminel avancé là, de siéger ou de continuer à siéger ou d'être éligibles. Et cette loi-là, en vertu de cette loi-là, la commission municipale intervenait. Le maire devenait absolument incapable d'administrer quoi que ce soit. On envoyait un représentant là, de la commission municipale du Québec. Et en plus, je voyais, moi, à ce que le corps policier soit d'accord avec la nouvelle méthode d'administration. Pour ce faire, comme à chaque fois que le procureur général s'absentait, le procureur général du temps, qui était M. Lapalme, me demandait de le remplacer. Alors j'allais à son bureau, puis je décidais, prenais les décisions qui s'imposaient. Mais dans ce cas-là en particulier, j'ai vu l'opportunité de voir à ce que l'administration policière de ces villes-là soit rectifiée dans le bon sens. Alors, j'ai donné instruction, après en avoir parlé avec le premier ministre, j'ai donné instruction au chef de la Sûreté provinciale du Québec dans le temps, Josaphat Brunet. Je l'ai appelé, puis je lui ai donné l'ordre je lui ai annoncé qu'il était devenu chef de police de Ville-Jacques-Cartier. Ce qu'il n'a pas tellement apprécié, curieusement, là, il sentait, je ne sais pas, diminuer dans ses responsabilités. Il ne voulait pas y aller. Puis il a fait des déclarations à Montréal aux journalistes à le fait qu'il n'irait pas. Alors moi, j'étais encore là comme procureur général. J'en ai parlé avec le premier ministre. Et puis, je l'ai rappelé, lui, Josaphat Brunet. Et puis, je lui ai dit, M. Brunet, votre devoir, c'est d'être là. Vous allez être là cet après-midi à 3 heures. On ne vous demande pas d'être là 24 heures par jour. Votre présence est nécessaire là pendant un certain temps. Alors, vous allez être là. M. Brunet s'est présenté, et puis, bon, la paix est revenue, puis, bon, la bonne administration. Je pense qu'on a contribué énormément à assainir les administrations municipales de la région de Montréal. Et d'ailleurs, aussi, les cas se présentaient. Alors, c'était les deux principales lois, à ce moment-là, dont je me souviens, et qui... sans doute, ont assaini la politique municipale du temps. Ça fait déjà quelques années de ça. Et par la suite, bien, on a une élection qui se présente,
l'élection de 1962. Là, depuis un certain temps, il était question de nationaliser les compagnies d'électricité du Québec. René Lévesque en parlait régulièrement. On en discutait au Conseil des ministres. Il y avait une certaine opposition de certains milieux. Certains milieux, il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. Des compagnies minières, des compagnies à être expropriées, de différentes façons, s'opposaient parce que c'était devenu très rentable pour elles, mais peu pour l'ensemble des Québécois. L'Hydro-Québec, qui existait depuis le premier ministre Godbout, en 1944, je crois, était justement la corporation idéale pour englober ces différentes compagnies, exproprier ces compagnies-là, assurer un taux uniforme à la grandeur du Québec et aider, dans mon cas, moi, en Abitibi, c'était important, et je voyais à chaque discussion qu'il y avait au Conseil des ministres, à avoir à protéger les intérêts de ma région. Dans notre région, curieusement, et uniquement au Québec, il y avait le système d'électrification à 25 cycles au lieu de 60 cycles, qui est la formule régulière, normale. Ce 25 cycles-là était une fabrication d'électricité, une méthode industrielle qui avait servi au début en Ontario. Ça venait de l'Ontario. Mais ça faisait une lumière clignotante et une lumière jaune à part ça. Et ça prenait des appareils ménagers spécialement préparés, spécialement fabriqués pour fonctionner sur ce 25 cycles. Et je chargeais ça à tous les usagers. Ça comprenait Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Cadillac, Val-d'Or, Malartic. Et ce qui était absolument impensable que chaque usager paye ça. Alors là, on avait convenu, bien là, on fait l'électrification, on exproprie les compagnies. Alors à ce moment-là, on change le 25 cycles au 60 cycles, au dépend de la princesse. Alors c'est ce qui a été fait à ce moment-là. Ça a été changé. Une compagnie est arrivée, ils ont changé les cycles de partout, les transformeurs, les moteurs. Il y avait des gens étaient épatés de voir que la compagnie qui voyait à changer les cycles entrait dans les maisons. Il y avait des réfrigérateurs qui avaient un certain âge. Alors, ils prenaient le réfrigérateur, le jetaient, puis ils en mettaient un neuf aux dépens de Hydro-Québec. Alors, c'était une formule qui était très, très, très appréciée. Là, on a eu l'électricité normale. Bon, ça, c'était un problème majeur dans notre région. Ça a été réglé grâce à l'électrification. Bon, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un débat formidable concernant l'électrification, l'expropriation des compagnies d'électricité. Entre nous, libéraux, il y avait des gens qui étaient plus intéressés, d'autres moins intéressés. Mais le premier ministre, puis M. Lesage, c'est Lévesque qui faisait la promotion de ça. Bien, Lesage était favorable. Les intérêts financiers dans la province étaient réticents. La décision de la nationalisation de l'électricité s'est pas faite sans douleur. Alors, il y avait de l'opposition, de l'indifférence. L'indifférence surtout au sein du Conseil des ministres. La peur qu'il y ait des répercussions à la période des élections. Mais tout événement, Lévesque poussait continuellement, et il y avait des journaux qui l'appuyaient. Alors, on a décidé de se réunir, tous les ministres et certains membres du Conseil législatif.
le chef du parti et le président de l'organisation libérale provinciale. Un endroit qui s'appelait le lac à l'épaule, où il y avait les facilités là, d'hôtellerie. Et on était là pendant 3 jours. On a discuté. Chacun, M. Lesage a insisté pour que chacun donne son opinion définitive, pour ou contre, avec raison à l'appui, soit pour, soit contre. Alors, il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas un mouvement contre la nationalisation, mais il y avait un mouvement sur l'opportunité de faire une élection ou de présenter un projet de loi, oui, qui aurait réglé l'affaire, et on aurait, lors de la prochaine élection générale, bien, en subi les foudres de la population ou bien l'approbation. Alors là, on a décidé, il a été décidé que c'était tellement important que le gouvernement était prêt à aller devant le peuple immédiatement sur la question. Alors on a décidé à ce moment-là, à l'unanimité, d'aller devant le peuple et de faire approuver ou non, nous-mêmes, là, être approuvés nous-mêmes sur cette décision-là. Alors, la campagne s'est engagée et moi, j'étais en très bon terme avec René Lévesque. Et je vous raconterai que plus tard, on a collaboré ensemble à la vente du bois de la Manicouagan, alors que lui était au ministère des Richesses naturelles et demandant à Québec, Hydro-Québec achetait des disjoncteurs, du matériel en France. Et puis, en tout cas, je donnerai les détails plus tard, tantôt. Mais pour le moment, là, avec René Lévesque, qui marchait bien, il est venu faire la campagne en Abitibi. Il s'est promené à grandeur de province. Mais M. Lesage est venu, M. Lapalme. Mais la lutte était dure parce que les gens n'acceptaient pas ça tellement. Ils craignaient ça, ils craignaient des augmentations de taux, ils craignaient des répercussions au point de vue financier pour la province. Mais le débat s'est fait durant la campagne. L'opposition, présidée par Daniel Johnson, le parti d'opposition, le Parti de l'Union nationale, préconisait un référendum. On dit, l'élection, vous voulez faire une élection, on va faire une élection sur votre administration. Laissons faire l'électricité, on ira en référendum après l'élection. Le gouvernement qui sera élu fera un référendum pour décider si on nationalise l'électricité au Québec ou non. Alors, c'était la question. Il y a eu un débat télévisé entre Lesage et Johnson. Et la population nous a approuvé l'attitude du Parti libéral à l'effet que l'élection même décidait du sort de la nationalisation. Alors, l'élection a été élue avec une bonne majorité, une majorité accrue. Ça, c'était en 62. L'élection a eu lieu en décembre 62. Moi, j'ai été élu dans mon comté et j'ai eu le même adversaire qu'en 1960. En 1960, j'avais été élu là, de justesse parce que mon adversaire était ministre des Terres et Forêts. Alors, les gens hésitaient à voter contre un ministre, surtout dans la région forestière où on était. Alors, il a fallu faire une grosse campagne et obtenir de l'aide de la population même. Même l'évêque en chef, Monseigneur de Marais, faisait la campagne électorale pour l'Union nationale. Monseigneur de Marais. Il ne faisait pas la campagne officiellement, mais il faisait des périodes de confirmation dans les localités, dans les paroisses. Il mélangeait la politique à la confirmation. Et puis, c'est le même qui administrait, qui marchait leur affaire, l'Union nationale dans le temps. Alors, à l'élection de 1962, l'élection provinciale, j'ai été réélu avec une majorité accrue, mais pas tellement supérieure à celle que j'avais eue d'abord. Actuellement, j'ai été élu. Ce qui est important quand tu te présentes, c'est il y a une alternative, tu es élu ou tu es battu.
Alors, j'étais élu. Et là, j'ai reçu un appel du premier ministre le lendemain de l'élection, me demandant de le voir à Québec. Il y avait des nouvelles responsabilités à me confier. Là, j'avais terminé mon mandat comme ministre des Affaires municipales. J'avais terminé où je crois. C'est lui qui me le terminait. Alors là, il m'a dit, là, je veux que tu sois, je suis venu le rencontrer à Québec, puis là, il m'a dit, je voudrais que tu deviennes ministre des Terres et Forêts. Oui, ministre des Terres et Forêts, mais ça m'intéresse énormément, plus que les affaires municipales, parce que ma région à moi, c'est une région à vocation forestière et à vocation minière. Alors, ça m'intéresse. Il dit, entre autres, on a des difficultés à Manicouagan. Ton prédécesseur, Beaunard-Arsenault, on fait faire des travaux d'envergure pour récupérer les bois de la Manicouagan, de la rivière des Jutardes, et Manicouagan aussi, pour récupérer les bois sur les surfaces inondées. Alors, il y avait toute une organisation de scierie qui avait fait de son temps. Ça s'avère, c'est toujours 2 fois, 3 fois, 5 fois plus dispendieux qu'on le prévoit ou que les dirigeants de ces initiatives-là nous l'affirment. Alors, il dit, il y a des difficultés, il y a 150 000 cordes environ de bois là, qui sont là puis il faut vendre, puis on ne peut pas les vendre. Alors, tu vas t'occuper des ventes des bois. On ne veut pas qu'ils soient vendus au Québec, parce que si on les vend au Québec, c'est autant de travail qu'on enlève à nos forestiers. Alors, très bien, tu vas t'organiser pour vendre ça. Alors, je suis arrivé là, et puis ça a été mon premier problème sur les Terres et Forêts. Et là, j'ai regardé la carte forestière du Québec, et puis là, je voyais une série d'endroits où on avait les réserves forestières pour y installer des pulperies, des usines majeures forestières. Dans ma région à moi, j'étais d'abord intéressé chez moi, mais je m'intéressais à la région de Pontiac, à la région de New Richmond en Gaspésie, à Saint-Félicien. Tout là, alors il s'agissait de commencer. Il fallait régler le cas des rivières aux Jutardes et du bois accumulé là. Beaunard avait envoyé, son ministère avait envoyé des échantillons en France. Il voulait vendre ça en France. Et les Français avaient trouvé toutes sortes de raisons pour refuser le bois. Ils disaient qu'il y avait des champignons après les billes de bois. Alors que c'était le bois le meilleur au monde pour la fabrication du papier ou de la pâte. C'est un bois qui prend énormément d'années à atteindre sa maturité. Alors, c'est un bois de première qualité. Alors, quand j'ai eu le problème, là, moi, j'ai dit, on va vendre ça. On va arrêter de transporter le bois au port de Bécomo, et puis l'accumuler là, nous créer encore des frais supplémentaires. On va arrêter ça. On a tout arrêté l'affaire, puis là, j'ai commencé à faire les démarches pour vendre. C'est là qu'on est convenu avec René Lévesque de faire du troc avec les Français. Les Français, vous voulez vendre au Québec, à l'Hydro-Québec, des disjoncteurs, toutes sortes d'appareils très dispendieux dont on a besoin. Bien, vous allez acheter, vous allez voir à faire acheter le bois qu'on a de surplus. Donc là, on a dit, bien, envoyez-nous des échantillons. OK, on a envoyé des échantillons. Là, j'ai vu que chaque bille soit vue passer au peigne fin. Et puis, en tout cas, les billes sont arrivées là-bas. Ça a été accepté. Pas tellement à cause de ça que comme avec l'assurance qu'ils vendraient. Alors là, je suis parti pour la France, moi, pour aller faire la transaction. Il y a un agent qui a été nommé par les Français et qu'on a accepté. C'était l'agence des courtiers Dreyfus. Dreyfus avait agi pour représenter la Russie sur l'achat de blé du Canada, ici, au Canada. Alors, il était bien connu du gouvernement français, puis du gouvernement canadien, ici, au Canada. Alors, avec eux, on a discuté, on
j'ai amené un sous-ministre, puis un officier en loi, puis on a convenu du prix, et puis de la livraison, de la méthode de livraison à Bécomo. Bécomo, c'est un port ouvert à l'année, alors c'est un avantage énorme. Et on a convenu du prix, bien, je convenais toujours sujet à acceptation. Alors, on n'a pas fait un projet de contrat qu'on a signé sujet à acceptation par le Conseil des ministres. Bien, je suis en communication avec M. Lesage sur le prix du bois. Et il ne fallait pas le donner, là, même si on le vendait. Il fallait le vendre puis récupérer un peu des sommes qu'on avait mises pour l'exploitation. Alors, j'ai convenu avec M. Lesage d'un prix qui, après négociation pendant une semaine, a été accepté. Et puis, je suis revenu ici avec le contrat. Bon, ça, je dis à M. Lesage, j'ai un contrat qu'on a préparé, là, que je vais présenter pour acceptation. Je voudrais que vous alliez chez Louis-Philippe Pigeon, puis reviser ça avec lui. Vous savez qu'il est méticuleux, je le sais. Alors, je dis, je vais voir Philippe Pigeon. Alors, Philippe Pigeon a regardé le contrat, il a dit, c'est bien. Ça, pour que Philippe Pigeon dise ça, là, il fallait qu'il soit très bien. Alors, en tout cas, le bois a été vendu, livré, les transactions ont eu lieu entre Hydro-Québec et une compagnie française du nom de Cégelex, si je me souviens bien du nom, là, et par l'entremise du courtier de Dreyfus. Alors, le bois a été coulé, puis là, par la suite, bien, ou pendant ça, je m'occupais d'essayer d'avoir des industries papetières, des interlocuteurs qui avaient la finance avec eux, pour venir établir une pulperie en Abitibi. J'avais essayé avec des Français, représentants des banques françaises, de les intéresser. Bien, quand tu voyais l'énormité de la situation des forêts, la grandeur des forêts, et il disait d'abord que c'était une mer de bois. Il disait ça, les commentaires qu'il faisait. Bien, nos forestiers, nos compagnies à nous, au Québec, bien, ils connaissaient la situation. Et puis, il y avait la finance pour le faire, l'expérience. Dans notre région, à moi, dans l'Abitibi, là, de tout temps, le bois, à compter les premiers arrivants là-bas, les premiers arrivés là-bas, les gens faisaient, les contracteurs forestiers faisaient du bois qu'on appelle du bois de pulpe, du bois de 4 pieds. Et ce bois-là, il était expédié par chemin de fer à Trois-Rivières, expédié ici et là dans la province, surtout à Trois-Rivières. Et chez nous, ben, les gens étaient employés à couper le bois et à l'expédier, c'est tout. Depuis plusieurs années, nous autres, là, de mon parti, on préconisait l'installation d'une pulperie et il y avait un industriel forestier du nom de J.B. Lebel, qui était un avant-gardiste, un homme sans beaucoup d'instruction, très peu d'instruction. D'ailleurs, il disait, moi, je n'ai pas appris à lire sur les lignes, mais il disait, je peux lire entre les lignes. C'est ce qu'il nous disait. Mais alors, il était fortuné jusqu'à un certain point. Alors, il voyait à couvrir les dépenses d'études qui ont été faites même par La Montagne et par Fauché de Québec, ici, là. Or, des études ont été faites pour l'harnachement des rivières qu'on avait, puis également sur la possibilité d'établir une ou des pulperies. Alors, la compagnie qui était intéressée, qui avait des réserves forestières chez nous, c'était Domtar. Domtar, alors, moi, j'ai dit à M. Lesage, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'appuyer, là, pour faire de la sollicitation chez Domtar. Puis, au point de leur dire, à un moment donné, bien, vous, les réserves que vous avez dans mon pays, là, si vous n'établissez pas une pulperie, vous allez les perdre, un autre va les prendre. Je vais être sûr que je vais être secondé par le Conseil des ministres, par le premier ministre. Alors, il m'a adjoint Kierans. Et puis là, on a rencontré Domtar.
à plusieurs reprises. Ils ont fait des études, puis bon, discussion du coût de transport des matériaux pour une pulperie, de soufre en particulier, les différents ingrédients nécessaires à la fabrication. Et il s'est arrivé à un point où il prenait une décision. Il établissait une pulperie, soit dans la région du comté de Pearson, en Ontario, ou soit dans l'Abitibi. Et puis, comme nous, on persistait, puis on les menaçait jusqu'à un certain point, ils ont décidé de s'installer au Québec, dans l'Abitibi. Et puis, ils sont allés voir Pearson pour lui dire, malheureusement, on n'ira pas dans votre comté d'Algoma, en nord d'Ontario. Et puis, Pearson avait été surpris un peu, mais il avait dit, mais tant mieux pour Québec. Coudonc. Québec, ils en ont besoin comme nous autres, mais ils n'en ont peut-être plus besoin que nous autres. En tout cas, c'est votre décision, je la respecte. Alors là, on a décidé de... C'est là que la décision a été prise. Les concessions forestières que la compagnie avait, elle les a conservées. Mais comme le besoin pour alimenter l'industrie à naître était plus grand que ce qu'ils pouvaient retirer de leur territoire, on a convenu de leur assurer une réserve forestière. On avait englobé tout un territoire sous le nom de forêt domaniale. Et on leur a assuré une réserve forestière là, une alimentation là. Mais on ne s'est pas engagé. On n'a pas fait de concessions spéciales à des prix meilleurs ou des choses de même. Ils sont venus puis ils sont installés. Ils sont installés où? Il y avait Sainte-Terre. Il y avait Sainte-Terre qui était d'un certain intérêt. Mais la compagnie favorisait un endroit qui s'est appelé plus tard Lebel-sur-Quevillon, qui est à environ 50 000 au nord de Sainte-Terre. Alors, ils ont choisi l'endroit. Le chemin de fer se rendait là, l'électricité, la route se rendait là également. Alors, c'est un endroit intéressant. Des réserves, ça prend énormément de réserves d'eau. Il y avait des réserves d'eau, c'est près d'un lac qui s'appelait le lac Quevillon, qui s'appelle le lac Quevillon. Alors, c'est un investissement à ce moment-là de l'ordre de 125-150 millions en 1960, c'était quelque chose. Bien, ça a assuré du travail, le projet a été lancé, ça a assuré du travail à des milliers de personnes pendant une série d'années. L'industrie est encore là, puis elle marche encore, puis elle a été agrandie, puis elle a été même modernisée récemment. Alors, l'endroit où cette industrie-là était implantée, installée, c'était près du lac Quevillon. Alors, quel nom donnait la municipalité? Là, on a donné à la municipalité, on en a discuté, j'ai demandé, consulté. Avec M. Lesage m'avait dit, bien là, trouve-moi un nom, là, qui suggère-nous des noms. Alors, avec le gérant, le rédacteur en chef du journal local, l'Écho, qui, lui, a suggéré, moi, je voulais que le nom de M. Lebel, qui avait été le premier à parler d'une pulperie, à nous convaincre que c'était une chose possible, là, avec son nom, soit attaché à cette œuvre-là. Et on a, là, se dénommé Fontaine, le rédacteur du journal L'Écho, a suggéré le nom de Lebel-sur-Quevillon, ce qui a été accepté. Et le nom de M. Lebel était là. Quevillon, ben, ça désignait l'endroit plus précisément. Alors la ville s'est appelée Lebel-sur-Quevillon. Lebel-sur-Quevillon, bien à ce moment-là, quand le nom de la ville a été donné, les travaux ont commencé, toute l'affaire marchait. L'élection arrive, de 1966. Alors, le bill n'est pas présenté encore, le bill créant la ville, une ville, une administration municipale à cet endroit-là. Là. Alors, le bill n'est pas encore présenté avant l'élection. L'élection a lieu. J'en parlerai tantôt de l'élection, mais après l'élection, on n'est plus au pouvoir. Et le bill est présenté. Le bill est présenté au nom de Bernatchez, député de
Lotbinière, qui jamais de sa vie est allé en Abitibi, encore moins à la Baie-du-Quevillon. Alors, c'est lui qui présente le bill. C'était des avocats de Montréal, des avocats Viau qui présentaient, qui étaient avocats au dossier. Alors, moi, j'étais là, évidemment, j'avais été élu, mais je suivais l'affaire. Et puis, je leur ai reproché ça à la commission, à la séance. Et puis, les avocats ont dit, on le regrette, on aurait dû faire ça. Mais on nous a suggéré, quelqu'un nous a suggéré le nom de Bernatchez. Bernatchez n'était pas intéressé non plus. En tout cas, ça n'a pas créé de difficulté. Mais c'est pour dire que, vois-tu, c'était Bernatchez. Au point de vue dossier, ici, là, je n'ai pas d'affaire à la Baie-du-Quevillon, moi. C'est Bernatchez de Dorchester qui, jamais de sa vie, a fait le moindre pouce de travail ou qui n'est jamais allé là. Je pense qu'il n'est jamais allé ni avant ni après. J'en veux pas Bernatchez tout ça. On a pris son nom, on a emprunté son nom. Bon. Alors, l'usine a monté. Alors, pour nous, dans la région, ça a créé un climat de confiance. Et ça a permis à nos scieries, nos entrepreneurs forestiers, le sciage de bois, de vendre les copeaux qui brûlaient. C'était une perte. Mais ils avaient commencé à les vendre. Bien, il fallait qu'ils les envoient et qu'ils les expédient au sud de la province. Ils en vendaient une petite proportion, minime. Et la balance, ils la brûlaient. Puis ce qu'ils vendaient, envoyaient, expédiaient au sud de la province, c'était pas tellement payant pour eux. Alors ça a créé un marché pour les copeaux des usines de sciage de la région. Les usines de sciage de la région, là, j'ai dit, il faut consolider leur affaire pour que ça soit sur une vraie base d'affaires, pas une question de patronage ou de choses semblables, là. Alors là, j'ai demandé au ministère, à Duchesneau, qui était sous-ministre dans le temps, attaché à ces questions-là, d'étudier la situation et devoir assurer l'approvisionnement aux usines qui étaient rentables, qui étaient bien administrées puis rentables, dont celle des Perrons qui n'étaient pas des amis politiques, celle des frères Perron à la Sarre, ensuite les frères Perron, les Cossette, qui étaient des amis politiques, mais qui étaient des gens foncièrement, je dirais, forestiers, de la famille Cossette, mais qui avaient été mis de côté auparavant par rapport à leur allégeance politique. Alors, ce qu'on a fait, on a adopté une nouvelle politique. On leur réservait à chaque industrie qui fonctionnait et qui était rentable, qui était sérieuse et qui était installée à perpétuelle demeure, ni plus ni moins, on leur assurait un approvisionnement suffisant. Et en plus, on leur a dit, là, les essences que vous n'utilisez pas, vous n'en aurez pas le contrôle à l'avenir. Ça va être le ministère des Terres et Forêts. Imaginez-vous qu'avant, là, la compagnie CIP, la compagnie internationale Paper, contrôlait une bonne partie de l'Abitibi, Rouyn-Noranda. Il y avait contrôle sur toutes les essences forestières. Ils ne les utilisaient pas, mais ils les vendaient, les essences. Le gouvernement du Québec n'avait rien à faire dans ça. Alors, on a dit, bien, ce qu'on va faire à l'avenir, nous autres, on le règle le passé, on le réglera éventuellement, mais ce qu'on fait, là, nous autres, à partir d'aujourd'hui, c'est ça. Des réserves forestières que vous utilisez. Ce que vous n'utilisez pas, on le garde, on le vendra, on l'utilisera d'une autre façon, mais on ne sera pas gaspillé. On va voir la bonne conservation, la bonne administration de nos forêts. Alors, les industries, l'industrie la sanitaire, entre autres, les Michaud, l'industrie des Cossettes, l'industrie de la voie landrienne, l'industrie à Barraute, de Gontier, tous des industriels sérieux, puis à Amos aussi, à Matagami également, et à Chibougamau aussi. Gérard, les Sauciers faisaient partie du groupe, évidemment, celui dont on a publié une biographie récemment.
les activités minières dans notre région étaient réduites à cause de restrictions qu'il y avait à la loi des mines. Et il avait été convenu au programme du Parti libéral de revoir la loi des mines et la moderniser. Et cette loi-là, j'ai travaillé à sa préparation au Conseil des ministres, mais je faisais partie assez régulièrement du conseil qui voyait la rédaction des lois. La loi des mines, ben, j'étais là. Bon, alors, cette loi-là a été modifiée. C'est pas par moi, là. C'était pas présenté par moi, c'est René Lévesque qui était en charge de ça, qui s'en occupait, qui a vu à ça. Et au point de vue minier, ça a été bien accepté de la part des prospecteurs miniers, des compagnies minières, un peu avec indifférence, mais on a compris. Ce qu'on voulait, c'est que les terrains miniers réservés à une compagnie minière, bien, ils soient vérifiés, puis ils soient travaillés, et non pas gardés par eux, par ces compagnies-là, par elles, ces compagnies-là, sans aucun travail de prospection, sans vérifier s'il y avait là du minerai. Alors, c'était attaché là, ça durait là, et puis personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Alors, la loi a vérifié, la loi a amendé l'affaire. Et en plus, René Lévesque est arrivé avec un projet d'une compagnie provinciale, corporation, qui a porté le nom de SOQUEM, Société minière québécoise, Société québécoise des mines. Et SOQUEM avait pour mission, avec le capital qui lui était accordé par l'État, de faire des recherches minières, seul ou en compagnie, en collaboration avec d'autres, en compagnie avec d'autres. Alors, SOQUEM avait des fonds. SOQUEM, cette corporation-là a formé ses cadres et a opéré par la suite. Un peu malgré les compagnies minières. Ils voyaient l'intervention de l'État encore une fois. Là, ils vont s'emparer, ils vont nationaliser les mines. Bon, toute une série de kyrielles de récriminations semblables, alors que c'est absolument pas l'intention du gouvernement du temps, et ça n'a pas été par la suite non plus, d'aller nationaliser les mines. Mais suffisamment pour faire de la recherche, aider les prospecteurs à des endroits où il y avait des possibilités, et ensuite intervenir dans l'exploitation minière. Alors, ça a été fait sur une base très sérieuse, sous tous les gouvernements, et c'est encore actif présentement depuis 30 ans, au moins 30 ans. Et incidemment, j'ai été membre, après avoir quitté la politique, j'ai été membre de SOQUEM. J'ai siégé comme administrateur externe, là, sans être payé, sans aucune rémunération, pendant plusieurs années. Bien, revenant à l'élection, revenant à 1966, à l'élection avant 1966 plutôt, ma politique forestière, ce que je faisais pour l'Abitibi, pour ma région, je ne ménageais pas non plus les efforts pour favoriser l'implantation d'usines majeures, d'usines de pulperie, entre autres, dans d'autres régions où le secteur forestier permettait un approvisionnement suffisant, dont la région de Pontiac. De tout temps, Pontiac, la région de Pontiac, dans l'ouest de notre province, le bois était expédié en Ontario, vendu en Ontario, mais usiné en Ontario. Très peu usiné au Québec, évidemment pas de pulperie au Québec. Alors, un bon jour, j'ai décidé de présenter au Conseil des ministres une politique, du ministère de cesser les expéditions en Ontario. Alors, j'ai présenté au Conseil des ministres mon projet. Tout le monde m'a secondé. Je m'appuyais toujours de même pour ne pas être crucifié par la suite. Alors, de cette façon-là, alors là, j'ai annoncé publiquement, de façon absolument inattendue du secteur forestier, que les réserves de Pontiac à l'avenir restaient dans Pontiac.
comme les réserves du nord de l'Ontario restaient dans l'Ontario et ne revenaient pas au Québec pour alimenter l'usine des Perrons. Les Perrons avaient été obligés d'aller s'installer en Ontario pour usiner du bois. Alors, ça va être la même chose au sud du Québec, dans l'ouest du Québec, là, dans la région de Pontiac. Mais ça a fait suite à une délégation que j'avais eue du comté de Pontiac. Alors, une délégation était venue et on dit, ça fait des années qu'on fait des démarches. On veut vous voir, vous êtes sympathique aux régions. On veut que vous présentiez notre cas. Alors, ils étaient cette délégation. À ce moment-là, le comté de Pontiac était dans l'opposition. C'était un député de l'Union nationale nommé Johnson, qui était député. Alors, la délégation m'appelle, on veut vous voir. Bon, j'en connaissais quelques-uns de ces gens-là, mais certainement. On a parlé un peu à notre député Johnson. Mais ce qui ne se faisait pas dans le temps, un député de l'opposition aller voir un ministre avec une délégation. Une délégation, c'était s'assurer que ça finissait là. Hein? C'était remis au calendrier grec. Mais dans le cas présent, là, j'ai dit, coudonc, emmenez-le, Johnson, on va discuter avec lui. Emmenez-le. Elle l'a emmené et il est venu avec la délégation. C'est à la suite de ça que j'ai fait pris ma décision, acceptée par le Conseil des ministres, et cette annonce-là. Mais cette annonce-là, ça a résulté à des remous en Ontario, à la législature ontarienne. Les scieries en Ontario, ils vont fermer, ils fermeront en Ontario, et ils vont ouvrir au Québec. Hein. Alors, on a continué à faire affaire avec l'Ontario, on va faire affaire avec l'Ontario. Puis c'était Robarts qui était premier ministre. Alors, il fallait la construction d'un pont pour faire des échanges qu'on devait faire, qui nous favorisaient, qui les favorisaient, mais qui nous favorisaient d'abord. Alors, Robarts a convenu de la construction d'un pont, payable moitié-moitié. Avec le résultat qu'une usine s'est implantée, on est allé l'inaugurer, M. Lesage et moi, à Portage-du-Fort, dans le comté de Pontiac, avant l'élection de 1966. On est allé inaugurer les travaux de construction de l'usine de la compagnie Consolidated, dans le comté de Pontiac. Bon, il y avait d'autres régions dans la province là, qui avaient également besoin qui pouvaient absorber, qui pouvaient justifier, ou les réserves forestières pouvaient justifier l'implantation d'une usine d'importance. Entre autres, à New Richmond, en Gaspésie. Ça, le travail préliminaire avait été fait par mon prédécesseur, Bruno Arsenault, qui était originaire de là, qui représentait la région. Mais les démarches finales n'avaient pas été terminées. On est entré dans le jeu, et puis les conditions étaient favorables généralement au point de vue financier à ce moment-là, au point de vue marché. Là, on a vu au départ d'une nouvelle usine à New Richmond, en Gaspésie. L'usine a été inaugurée plus tard, mais on était dans l'opposition à ce moment-là, mais elle a été débutée de notre temps, cette usine-là. De tout temps, là, ce bois-là, qui est allé à l'usine à New Richmond, là, l'usine existe encore, il s'en allait au Nouveau-Brunswick. Donc là, il restait là. Bon, Matane, il y avait des problèmes. Matane, on a vu à les approvisionner, à trouver des réserves aux environs pour alimenter une usine aussi là, à Matane. Bon, c'était pas une pulperie, c'était une usine de siège majeur, là, à Matane, avant 1966, avant l'expiration de mon mandat aussi. Ça, c'était pas des affaires en l'air, ça, les usines sont encore là, mais bon. Il y avait un autre territoire, le territoire du Lac-Saint-Jean. La Côte-Nord, ça, ben, on a travaillé pour implanter des usines là. Avec la compagnie Imperiala, la compagnie Imperiala est venue près d'annoncer l'implantation, la décision d'une usine. Là, encore là, sur la Côte-Nord, c'est une affaire de 200-300 millions. Mais en tout cas, alors ça n'a pas marché là-bas sur la Côte-Nord, malgré les efforts qu'on a faits. Mais au Lac-Saint-Jean,
Moi, j'avais des amis. Mon comté était attenant à la région, au lac Saint-Jean. Alors, moi, Chibougamau, c'est au nord de Saint-Félicien, le lac Saint-Jean. Alors, je connaissais les gens, je connaissais la région même avant ça. Et Domtar avait une usine à Dolbeau. Domtar avait une usine à Dolbeau, qui était alimentée par le bois des réserves forestières du Nord, qui amenait par voie d'eau à Dolbeau. Mais la région de Saint-Félicien, qui est plus à l'ouest, à l'entrée de la réserve forestière, dans l'entrée de la route qui monte à Chibougamau, avait de l'affirmation des forestiers du coin, les réserves nécessaires, cette région-là, pour une usine aussi. Alors, on a fait l'étude au point de vue réserve forestière. Alors, je vais faire les études, puis on me questionne en chambre sur ça. Qu'est-ce que je faisais à ce sujet-là? Un journaliste bien connu du temps m'a dit « C'est impossible que vous parliez d'usine là. Il y a une étude qui a été faite, puis il n'y a pas les réserves forestières suffisantes. » J'ai dit « Qui a fait l'étude? » Alors, c'était un type de Montréal qui est allé faire une étude, là, puis il avait dit « Il n'y a pas de bois. » Mon ministère, vous allez trouver les réserves là. Vous allez en trouver. S'il n'y en a pas assez, on en prend des réserves de Domtar. Domtar, il y en a trop, on leur en ôter, puis on va créer un territoire qui va justifier l'implantation. Alors, on a fait ça. Puis là, on a eu la compagnie Kruger qui s'intéressait à ça. Là, on a fait des démarches avec Kruger. Kruger a dit, là, on ne faisait pas ça à n'importe quelle condition non plus, ces choses-là. Ça, c'était, les réserves forestières étaient là, mais ils les payaient. Puis il n'était pas question de donner des concessions là non plus. Alors là, les élections approchaient. Avec le temps, 4 ans en politique, je vous prie de croire que ça passe très vite. On fait des projets, tout à coup, on est rendu à terme. Mais en tout cas, dans le cas de Kruger, il nous affirme au premier ministre et à moi, là, après toutes les démarches qu'on avait faites, qu'il était prêt à l'implantation d'une usine. Oui. Êtes-vous prêt à venir l'annoncer? On va aller là-bas, puis on va l'annoncer. On voulait l'engager puis le tenir là. On n'avait pas d'autres. On n'avait pas d'autres clients pour aller là, à ce moment-là. Alors, on est monté à Saint-Félicien. Les gens de Dolbeau étaient là. Toute la région était bien intéressée à ça. Hein. Et on a annoncé l'implantation de l'usine. L'élection est arrivée. Je ne sais pas combien, 6 mois après. On ne voyait pas trop les Kruger. Ils étaient là, les Kruger, avec nous. Le président et le vice-président, les 2 frères Kruger étaient là. Puis lorsqu'ils l'a annoncé, puis ils l'ont annoncé eux-mêmes aussi. Bien, en tout cas, là, après l'élection, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, ça n'a pas marché. L'annonce ne s'est pas réalisée. Il y a eu aussi, les conditions de marché étaient moins bonnes, puis ils ont profité de ça, les Kruger, pour se dégager, ou peut-être avoir du nouveau gouvernement de meilleures conditions. Là, c'est pas exactement, mais en tout cas, ils n'ont pas donné suite à leur projet, à l'annonce de leur projet. Au mois de juin 1966, alors là, je suis encore candidat. Je décide de continuer. Et la campagne commence, en 1966. La première assemblée que je fais à Val-d'Or, je fais ça à Val-d'Or, dans mon patelin, et il y a 3 personnes sur l'estrade. René Lévesque, Sureau, Réal Sureau, comptable, et moi. Alors là, on commençait la campagne, là. René Lévesque est venu m'aider. Il est allé aider Courcy aussi. On parlait des réalisations qu'on avait faites, puis des projets qu'on avait pour l'avenir. Tout allait bien. Tout le monde on était tous des libéraux convaincus. La campagne s'est engagée. Et puis, au cours de la campagne, bien, ça tirait de l'aile. On avait de la difficulté. Les gens étaient moins fervents. Même, j'avais rencontré à Chibougamau, qui était encore dans mon comté. Chibougamau, là, c'est à 250 000 de Val-d'Or.
J'avais fait construire une route dans l'intervalle, moi, dans le programme fédéral-provincial, comme une route allant vers Matagami et le nord, dans le but éventuel d'aller exploiter des richesses hydroélectriques. Plutôt. Alors, l'élection, je vais à Chibougamau. Durant l'élection, je rencontre un type qui habituellement me donnait le ton de la campagne. Il me dit vous allez être élu. Mais il dit le parti dit le sage ne gagne pas dans la province. Oui. C'était un peu mon sentiment aussi. J'avais fait une tournée, j'étais allé dans Charlevoix, dans Frontenac, ici et là, durant la campagne. Et puis, je m'étais aperçu que ça ne marchait pas comme déjà. Bien, finalement, on a perdu le pouvoir. Et M. Lesage, j'ai été réélu, moi. Bernard Arsenault a été élu, réélu. Alors, toute une on était un bon groupe dans l'opposition. Pierre Laporte a été élu. Puis là, l'arrivée de Bourassa. Bourassa est arrivé comme député. Bourassa est arrivé en Chambre comme député. Bourassa était à toutes les réunions, calme, tranquille, écoutait, disait son mot, quelqu'un lui demandait, jamais causé d'embêtement à personne. Et comme député, là, ben, il n'était pas au courant de la procédure parlementaire. Il venait me voir, moi j'étais dans l'opposition, pas tellement loin de lui. Alors il venait me voir, puis il me demandait de quelle façon procéder. J'ai des questions à poser. Il me demandait quel sujet. Ah, ben, les taxis à Montréal, ou en tout cas des affaires locales chez lui. Il disait, oui, mais c'est pas d'importance provinciale. Laisse donc faire. Si tu veux poser ta question, que tu aies une réponse ou non, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est que tu poses la question. Alors, il a commencé de même. Il était travailleur, puis studieux et présent. Ouais. Robert Bourassa. En tout cas, il y avait toute une équipe. Là. Mike Wagner était là. Mme Casgrain était là. Toute la législation favorisant les femmes dans la province, c'était préconisé et présenté par Mme Casgrain. C'était tout un chambardement, ça aussi. L'administration même de la province, tout se donnait sans soumission ou avec soumission organisée, là. Mais quand on est arrivé au pouvoir, les soumissions étaient là, puis c'était sérieux, avec le résultat que plusieurs des gens qui nous secondaient et puis qui étaient intéressés à soumissionner, ils croyaient que c'était encore le vieux système, avec le résultat qui n'était pas très heureux de la façon dont on agissait. Bien, on a continué de même, puis et c'était pour le plus grand avantage de la province. Au point de vue, je dirais un mot de la police, parce qu'on a eu affaire à ça. La police provinciale, d'avant nous, avant 60, elle était à la solde du gouvernement. Là, puis là, je ne fais pas d'affirmation gratuite, là. Durant la campagne électorale, les agents de la Sûreté du Québec travaillaient pour le candidat de l'Union nationale, travaillaient contre le candidat libéral. Moi, j'avais de mes amis dans la Sûreté, que je connaissais à la Sûreté, qui se démenaient contre moi. Malgré eux, selon eux, il y a quelques-uns que je croyais sincères aussi, mais ils étaient à la solde, puis ils nommaient, il fallait être ami du régime pour devenir de la Sûreté du Québec. Du jour au lendemain, c'était changé. On s'est cherché un nouveau chef dans la personne de Josaphat Brunet, de la Gendarmerie royale. Et puis là, ça a été fait strictement comme ça se faisait dans la gendarmerie, des examens, et puis promotion s'il y a lieu. Bon, ça a été réorganisé d'un bout à l'autre. C'était un chambardement, on appelait ça la Révolution tranquille, mais c'était ça aussi, dans tous les domaines. Moi, je parle du mien, mon domaine, mais dans d'autres domaines, c'était la même chose. Le ministère des Affaires culturelles avec la Palme, le ministère des Richesses naturelles avec l'évêque. Laporte est venu, lui aussi, avec... Oui. Alors ça, c'était de 66 à 70, mais on était dans l'opposition. Alors, on s'objectait quand on trouvait que c'était pas suffisant ou c'était contre l'intérêt public. Alors, mais moi, j'avais pas la satisfaction que j'avais de pouvoir réaliser quelque chose. Mais dans la démocratie, c'est ça. Si tu es du parti au pouvoir, ben, c'est toi qui régentes.
Bien, si tu es dans l'opposition, bien écoute, puis propose, puis seconde, puis discute, puis... alors, c'est ça. Mais, en tout cas, de toute façon, mais je commençais à être épuisé physiquement également. Alors, j'ai tout simplement décidé de ne pas me représenter. Mais là, Lesage, lui, était moins accepté par les troupes parce qu'il avait perdu l'élection. Les gens qui perdent le gars, le chef de parti qui perd l'élection, là, je vous assure qu'il y a des problèmes à faire face par la suite. Alors, M. Lesage était là, comme chef d'opposition, faisait son travail, puis bon. Mais il y avait des députés de Montréal là, qui croyaient qu'il devait être remplacé. Alors, là, il faisait une lutte sourdine, jamais en face à lui. Jusqu'au point nommé Lefebvre, qui était député à Montréal, lui, il est venu faire une sortie en règle contre Lesage, qui n'était pas l'homme du milieu. Malgré tout ce que Lesage avait fait. Mais Lesage, moi, je trouve que actuellement, l'histoire ne lui donne pas son crédit. C'était un travailleur, un homme sincère, très honnête dans son administration, au point qu'on a fait arrêter nos propres députés qui ont été arrêtés puis condamnés. C'était pas fait auparavant, hein? À moins de tuerie ou d'affaires de même, mais de vol, là, de fraude, on a fait arrêter nos propres députés. Lesage est un homme extraordinaire. Au point de vue légal, c'est un cerveau très bien balancé, qui comprenait ses lois, qui les avait étudiées. Travailleur, travaillait chez lui le soir. Je ne veux pas prétendre que les autres n'étaient pas travailleurs, les autres premiers ministres, mais lui, il l'était, d'après moi, au-delà de la moyenne. Alors là, Lefebvre-là fait une sortie contre lui. On arrive au caucus. On avait un caucus le lendemain. On arrive au caucus, M. Lesage, il dit toujours magnanime, il dit je ne veux pas que les députés fassent une scène à ce sujet-là, je veux que ça soit paisible. Il a donné son opinion. Moi, je me suis levé et j'ai dit l'opinion de Lefebvre, c'est pas mon opinion, moi. Là, j'ai défendu Lesage. J'ai défendu Lesage, puis Lesage n'a pas dit un mot, il ne m'a pas arrêté. Je l'ai ramassé, Lefebvre, tu peux être sûr de ça. Il ne s'est jamais représenté pour le Parti libéral, Lefebvre. Aujourd'hui, il écrit encore des articles dans les journaux. Imagine-toi, quand je vois ça, là, j'ai pas trop confiance à ce qu'il écrit. Il était peut-être sincère dans son affaire, je sais pas, en tout cas. Avec le résultat que Lesage, il se reproche d'avoir perdu l'élection. Il voit qu'on n'est pas trop heureux dans l'opposition, qu'il circule toutes sortes de rumeurs. Il décide de prendre... Il annonce qu'il va prendre une décision. Il annonce ça à Courcy, à moi, à Jean Bienvenu, Pierre Laporte. Puis, il nous convoquait à son chalet dans les Laurentides, ici. Alors, on est allé à cette réunion-là. Je suis allé à cette réunion-là, puis c'est là qu'il nous annonçait qu'il avait pris la décision finale de se retirer de la politique, de quitter la chefferie du Parti libéral. Ça a été tragique un peu, là. Il n'a pas fait sans verser quelques larmes. Puis, Madame Lesage était là aussi. Alors, mais il a fait ça comme un homme, comme il l'était. Alors, il l'a annoncé le lendemain ou surlendemain. Il a profité d'une occasion, puis il l'a annoncé. Là, la lutte à la chefferie débutait automatiquement. Je ne me souviens pas si Bourassa était là. Peut-être que Bourassa était là au chalet, mais je ne m'en souviens pas juste s'il était là. Courcy était sûrement, lui. Il a annoncé qu'il quittait la chefferie. Après son annonce du départ de la chefferie, la lutte a commencé. Alors, il y avait M. Lesage était sûrement favorable à Bourassa. Il y en avait d'autres qui étaient favorables à d'autres. Il y avait Laporte. Laporte, c'est un gros candidat. Au début, tout le monde pensait que Laporte passait. Et il était de Montréal, il avait la région de Montréal. Bourassa aussi, mais
La porte était plus connue. Mais il était présent en chambre lui aussi, puis il travaillait énormément, lui. Mais finalement, le Wagner. Moi, je trouvais que le Wagner, sa fermeté, j'approuvais ça jusqu'à un certain point. Personnellement, j'aimais mieux la porte. J'aimais mieux la porte, mais ça arrêtait mon homme. Ça, pour finalement, en tout cas, j'avais décidé d'appuyer Wagner. Je l'avais dit à la porte aussi. Ouais. Bourassa m'intéressait beaucoup aussi. Ça n'a pas été long qu'on s'est ralliés, puis Bourassa a tout compris ça. J'ai jamais eu de mésentente avec Bourassa par la suite. Et alors, il y a eu l'élection, mais je ne me suis pas présenté à l'autre élection, à l'élection de 70. Alors, j'étais député de 60 à 70. Je ne me suis pas présenté à cette élection-là. Et dans l'intervalle, pendant toute cette période de 60 à 70, j'avais perdu, ma femme était décédée, j'avais 5 enfants. Alors, ça m'avait créé un fardeau additionnel dont je m'occupais évidemment. Et puis, là, il y a eu l'élection. Bourassa a été élu haut la main. Après l'élection de 1970, où je n'étais plus candidat, je suis retourné à mon étude légale que j'avais avant l'élection avec mon frère Vital. Et j'ai continué à m'occuper, évidemment, de ma famille, mais j'avais aux études, aux universités, 4 de mes enfants, 3 garçons et une fille, qui, tous les 4, ont complété leur cours de droit, sont devenus avocats, ils sont devenus pratiquer le droit dans l'étude familiale Clich à Val-d'Or, où j'ai continué à pratiquer moi-même. Alors, mes 3 fils et ma fille, qui ont gradué en droit de Montréal et Ottawa, les universités, sont venus pratiquer à l'étude familiale, légale de Clich à Val-d'Or. Évidemment, on couvrait toute la région. Et avec mon frère Vital, qui depuis, qui après a été nommé juge de la Cour supérieure. Alors, j'ai pratiqué le droit, mais le premier ministre Bourassa m'a demandé d'agir comme administrateur de SOCAM, la Société minière québécoise, d'exploration québécoise, et aussi de la corporation nouvellement formée, la Société de développement de la baie James. Ce qui m'a permis, parce que dans l'intervalle, Bourassa, une fois arrivé au pouvoir, a annoncé le développement des richesses hydroélectriques de la baie James. Alors, il y a une corporation qui a été formée qui s'est appelée la Société de développement de la baie James. Alors, moi, j'étais comme administrateur externe, comme payé par jeton de présence. Et j'ai agi à la Société de développement de la baie James pendant 7-8 années. Alors, c'était mes 2 activités, SOCAM et Société de développement, la pratique du droit. Et en plus de ça, je m'occupais de ma famille et le golf. Ma famille a grandi depuis. J'ai 7 petits-enfants. Je me suis remarié, incidemment, en 1971. Alors, mais quand ma première épouse, est décédée, j'avais 5 enfants échelonnés de 8 ans à 18 ans. Alors, j'ai pris toute une organisation à la maison pour m'en occuper. Ils allaient au collège, je voyais à ce qu'ils continuaient à s'intéresser aux études. Et puis, j'étais présent les fins de semaine, puis durant les vacances. De toute façon, j'ai eu une vie assez proche de ma famille, le plus possible du moins, surtout après la politique, là, mon séjour en politique. Et c'est encore très intéressant pour moi, la vie familiale. Alors, j'ai eu 80 ans l'an passé, j'ai 81 ans cette année. Et je fais encore du golf, du jardinage, je fais beaucoup de la lecture, je fais moins de voyages, mais je m'intéresse aux
succès de mes enfants et des petits-enfants. J'ai une petite fille étudiante aux études commerciales à Montréal, déjà. Et puis d'autres finissent leur cégep. De toute façon, ça s'agence très bien, je suis très heureux. Et je ne regrette pas mon passage en politique, au contraire, c'était une expérience extraordinaire. Et je crois avoir aidé les gens de ma région et de ma province. Et sur ça, je termine.